Alors, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour et oui, bienvenue au Salon du Livre en compagnie aujourd'hui de 3 auteurs des éditions JCL. Mais on a ici une dame expérimentée, une dame qui écrit des briques, plusieurs centaines de pages, une trilogie également, Graziella, dont le dernier tome est paru il n'y a pas tellement longtemps. Et c'est Nicole Villeneuve, une dame de chez nous. Bonjour, Madame Villeneuve. Bonjour. Alors, j'imagine que vous allez rencontrer des lecteurs, des lectrices. Il y a plusieurs fans de la série Graziella dans la région, Madame Villeneuve. Oui, il y a plusieurs fans. Alors, c'est pour ça que j'ai continué dans la série. Graziella, elle est sortie de ma première trilogie Effusion. Les lecteurs s'étaient attachés à elle. Alors, ce qui veut dire que Graziella est née à la suite de ce livre-là. Est née à la suite de cette trilogie-là. Et c'est la demande des lecteurs, ça, Madame Villeneuve, qui vous a fait écrire davantage sur Graziella? Oui, absolument. On s'était attaché à elle, puis on voulait savoir qu'est-ce qui lui était arrivé quand elle est venue à Chicoutimi. Alors, sa vie là-bas, jusqu'à temps qu'elle ouvre une boutique de vêtements, ce qui était peu commun en 1914. Alors, elle ne l'a pas ouvert immédiatement en 1914, mais en 1917. Alors, dans ce temps-là, une femme qui se lançait en affaires, c'était mal vu. Et surtout à Chicoutimi, quand il y avait des hommes d'affaires aussi féroces que M. Dubuc et M. William Prez. Parce qu'on voit ces personnages-là, on les décrit. Vous avez fait des recherches. On ne s'attaque pas non plus à ces années-là sans travailler très, très fort. Ce que vous avez fait, Nicole Villeneuve, vous avez fait des recherches. Oui. Vous avez travaillé très fort à respecter un petit peu l'ambiance, respecter aussi ce qu'étaient les années, ces années-là. L'histoire réelle. Alors, quand je parle de M. Dubuc, c'est sa vie réelle. Quand je parle de Mme Anne-Marie Palardy, c'était la femme de M. Dubuc, qui était une femme extraordinaire. Alors, c'est sa vie réelle. Quand je parle de M. William Prez, c'est lui. Mon personnage gravite avec ces personnes-là. Donc, alors, la fiction à travers des faits réels. À travers les faits réels, exactement. Alors, elle nous fait connaître. C'est notre histoire, en fait, qui, je ne dirais pas qu'elle se perd, mais on ne voudrait pas qu'elle se perde. Alors, peut-être qu'on a tendance à oublier certains moments, certains pans, certains personnages aussi. Oui, absolument. Alors, moi, j'ai comme un amour inconditionnel pour le passé. Alors, et pourquoi? Est-ce que vous avez compris ça à la suite de toutes ces lignes et ces pages du passé? Est-ce que vous avez compris pourquoi ça vous fascine autant? Madame Villeneuve? Bien, moi, disons que je suis de... je badine en disant que j'ai connu le buggy jusqu'aux avions supersoniques. Alors... Est-ce que vous vous considérez comme faisant partie d'une génération qui a été chanceuse d'avoir connu, justement, la carriole, le cheval, aller à la messe, aller... Hein, ça? Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, je peux apprécier davantage où la femme en est rendue aujourd'hui. Parce que j'ai vu ma mère, j'ai vu ma grand-mère qui étaient de cette époque-là. Et comparativement à aujourd'hui, ce n'étaient pas des femmes malheureuses. Mais comparativement à aujourd'hui, cette liberté qu'on a aujourd'hui, bien, moi, dans mes personnages, Graziella, c'était peut-être un peu moi. Parce que je voyais autre chose. Je voulais devenir autre chose. Alors, je voulais faire une carrière. Des loisirs pour ces femmes-là à l'époque, bon, c'était le travail, les enfants, le travail. Exactement. Il n'y avait pas nécessairement le temps. On parle aujourd'hui beaucoup du temps pour soi, de prendre le temps pour soi. Bon, on s'entend qu'il n'y en avait pas nécessairement. Là. Puis on ne veut pas dire que c'est négatif. Non, mais c'était comme ça. Ce sont ces femmes-là, quand même, il y avait des grandes femmes aussi. Là, quand on parle de Mme Anne-Marie Dubuc, elle allait magasiner à Londres et à Paris pour habiller ses enfants. C'est pas rien, là. Là, c'est pas rien. En 1908, quand tu prends le bateau pour aller à Paris et à Londres, c'est quelque chose, là. Oui. Alors, au bout de tout ça, maintenant, il y a 3 livres. On va nommer le premier qui est Les premières notes, où on retrouve le personnage un peu plus jeune. Oui. On a également La partition et le plus récent qui vient de sortir, Le concert. Le concert. Donc, on voit que ça a toujours un lien avec la musique, bien sûr. Oui, absolument, parce que Graziella était quand même une jeune fille qui était instruite. Elle avait une 9e année, ce qui n'était pas peu dire à l'époque.
Oui. Et puis, elle a appris avec Madame Davis. Elle avait des notions de piano, mais avec Madame Davis, la dame qui l'a recueillie quand elle est arrivée à Chicoutimi, cette dame-là était dans la haute classe de la société et elle jouait du piano. Alors, elle a encouragé Graziella à jouer du piano, à chanter aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai axé les titres sur la musique. Est-ce que vous aimez écrire, bon, il y a eu les effusions, il y a Graziella, les longues histoires, les longues sagas? Bien, oui. Oui, hein? Oui, j'aime ça. Le prochain, par exemple, j'ai pas l'intention de recommencer avec une trilogie. Pourquoi? C'est exigeant? Bien, c'est exigeant, puis c'est un grand défi, parce que quand tu commences, est-ce que tu vas avoir du matériel pour aller jusqu'au bout? Alors, mais quand tu écris dans l'histoire, l'histoire te suggère des tableaux, te suggère des activités, des événements à vivre à tes personnages. Mais là, Vous penchez sur quoi? Est-ce qu'on peut savoir un peu la trame ou ça va ressembler à quoi, Nicole Villeneuve? Je voudrais peut-être un peu sortir de l'histoire et d'écrire quelque chose de plus contemporain. Alors, je veux me lancer ce défi-là, mais je vais essayer de relever ce défi-là, mais c'est pas certain. Alors là, présentement, je suis en réflexion parce que j'ai déjà un sujet historique. Puis là, j'ai laissé tomber. Parce que j'ai quand même sorti 6 volumes en 5 ans. C'est beaucoup. Alors moi, j'aime toujours savoir comment ça se passe dans la maison d'un écrivain, d'un auteur. Vous, ça se passe comment? C'est quoi la discipline que vous instaurez? Parce que quand on lit, moi, j'aime bien m'imaginer, vous écrivez quand? Vous écrivez dans quel endroit, à quel moment de l'année? Est-ce que l'automne, c'est une belle période, par exemple? Oui, bien, j'ai pas de période. Le dernier de Graziella, je l'ai écrit beaucoup l'été dernier. Pas l'été qu'on vient de passer, mais l'été avant. Oui. Alors, les grosses chaleurs, moi, j'étais dans mon bureau, pas de télévision, pas de radio, et j'écrivais. Mais on dit... Bien, moi, je dis, tu écris quand l'inspiration arrive. Puis il faut que tu sois disponible à l'inspiration. Alors moi, si je me réveille à 2 heures de la nuit, puis que l'inspiration est là, je me lève, puis je vais à l'ordinateur. Ou j'ai un petit cahier, puis je vais prendre des notes. Si je suis au volant de la voiture, puis l'inspiration est là... Ah, vous arrêtez? J'arrête. Ah oui? Oui, j'écris mes idées. OK. Puis... Et ça, c'est par expérience? J'imagine que sinon, autrefois, vous avez peut-être eu des idées, puis là, vous les avez pas écrites tout de suite, puis on les perd, on les ce oublie. qui arrive, c'est que, oui, par expérience, tu sais que si tu les écris pas... Là. Oui, là, tu les perds. Oui. Ou c'est pas aussi bien dit. OK. C'est ça, la formule n'est pas aussi parfaite. Voyons, qu'est-ce que je dis? Oui, il me semble que c'était tellement parfait ce que j'avais... ce que j'ai pondu la première fois, puis là, je m'en souviens pas. Également, quand on fait le point final... Parlez-moi de ce moment-là, Nicole Villeneuve. Moi, je suis toujours curieuse. À quel moment est-ce qu'on écrit le dernier mot? C'est pas facile, ça? C'est pas facile, non. C'est une question embêtante, je vais dire. De décider qu'à un moment donné, c'est là que l'histoire se termine. On met le point, puis oui. un peu comme un tableau, le dernier coup de pinceau. Oui, tu connais la fin, mais la façon dont tu vas la dire, ça devient... On peut la refaire et la refaire et la refaire. On peut la refaire. Oui, on peut toujours corriger. On peut passer 1500 fois de correction, là. Mais là, c'est venu, le dernier, c'est venu comme spontanément. C'est comme ça que ça se termine. Je savais qu'elle allait rencontrer ces personnes-là, mais la dernière phrase, qu'est-ce qu'elle allait dire, c'est devenu... ça a coulé. D'écrire, la description des vêtements, des personnages, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup faire, Nicole Villeneuve. Oui. Vous êtes une observatrice dans la vie. Oui, j'observe beaucoup. J'écoute beaucoup aussi parler les gens. Alors... les expressions, les mots. Oui. Nicole Villeneuve, dites-moi, parlez-moi de votre enfance un peu, de l'endroit où vous êtes née, de quel genre d'enfant vous étiez. Étiez-vous une grande lectrice? Oui, j'ai toujours lu. À l'école, j'aimais aller à l'école. J'aimais les cours de français, j'aimais les cours d'histoire. Puis, j'ai toujours griffonné. Alors, à 13 ans, je le répète,
j'ai lu Anna Karénine, ce qui était une référence. Une référence. Et aussi, pour une petite fille de 13 ans, lire Anna Karénine, c'était pas évident. Et là, j'ai décidé que j'allais écrire et que j'allais écrire comme Tolstoï. OK, c'était des grandes choses. Oui, j'avais des grandes inspirations, ce qui fait que j'ai quand même réalisé mon désir, mais plus tard que j'ai pensé. À quel âge est-ce que vous avez décidé vraiment de vous mettre à l'écriture, mais vraiment à temps complet? C'est parce que la petite fille que j'étais, à mon époque, on avait 3 choix. J'avais le choix d'enseigner, j'avais le choix d'être infirmière ou secrétaire. Alors, j'ai pris le choix d'enseigner. C'était comme une tradition familiale, l'enseignement, dans ma famille. Et après avoir élevé mes enfants, enseigné, devenue directrice d'école, pris ma retraite, ça, c'était mon projet de retraite. Je l'avais mis de côté. J'ai toujours continué à écrire. Alors, dans les tiroirs n'étaient pas vides, là? Non, 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 non. Non, non. Il y avait plein de petits mots, de petits cahiers. Et j'ai ressorti ça, j'ai relu ça. Et je me suis mise à l'écriture parce que la trilogie Effusion, elle était dans ma tête depuis plusieurs années. Est-ce que vous vous attendiez à ça, Nicole Villeneuve, qu'un personnage serait demandé comme ça de la part des lecteurs de continuer avec Graziella? Non, je m'en attendais pas. Je m'en attendais pas. Parce que... Ça a été une belle surprise. Oui, ça a été une belle surprise. Les gens se sont attachés à elle. Puis même, il y a des hommes qui disaient « ma petite Graziella ». Ah oui? Oui. On les trouve comment, les prénoms comme ça? Est-ce que vous vous souvenez, le prénom Graziella? Où est-ce que c'est venu? Premièrement, dans mon village, une dame s'appelait Graziella. Et j'ai toujours trouvé ça beau. Je trouvais que ça coulait. C'est gracieux, hein? C'est gracieux. C'était comme un nom qui venait du ciel. Alors, quand ce personnage-là est venu, bien, c'était évident. Il fallait qu'elle s'appelle Graziella. Mais pour les noms, je remonte dans le temps, les noms qui sont populaires, qui étaient populaires à l'époque. Alors, vous allez voir qu'est-ce qui était populaire. Puis, oui. il y a bien des noms qui reviennent aujourd'hui, hein, Nicole oui, Villeneuve. Ben oui, oui, oui. Les petites Graziella, on va peut-être voir ça à un moment donné. Ah, ben oui, j'espère. Ça serait joli, j'espère, oui. Oui. Nicole Villeneuve, donc, la série, les 3 tomes sont maintenant disponibles. Oui. Quand on aime ne pas attendre après un livre, ben là, ils sont tous là. C'est ça, parce que des lecteurs disent bien, moi, je vais attendre le 3e avant d'acheter la série parce que je ne peux pas attendre. Alors, la série, elle est là, les 3, elle est complète. Vous allez être ici pendant le Salon du Livre, Nicole Villeneuve, pour signer les livres au kiosque JCL. Merci beaucoup. Oui, merci. De nous avoir parlé. Puis bon succès pour un autre livre. On ne sait pas, un 7e, chiffre chanceux? On ne sait pas. Ça va venir, mais... On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Merci beaucoup, Mme Villeneuve. Bonne main d'applaudissements pour Mme Villeneuve, s'il vous plaît. Merci. Dany Côté, bonjour. Allô? Comment ça va? Extrêmement bien. Quand il y a des livres, ça va toujours bien. Ah, c'est le monde merveilleux de l'imaginaire, c'est le monde merveilleux du rêve. Oui. Parlez-moi de vous qui êtes un bleuet. Oui, oui, je viens du Lac-Saint-Jean, de vrai l'Ascension bleuet. de Notre-Seigneur. Oui. Un petit village agricole et forestier au nord du Lac-Saint-Jean. Oui. Quand j'avais 6 mois, mes parents sont partis à Montréal pour... mais mon père cherchait du travail au lac qui n'en trouvait pas. Okay. Et on est déménagé à Montréal, à Notre-Dame-de-Grâce. On était là quelques années. Ensuite, on a déménagé en banlieue, à Brossard, dans un quartier qui était complètement neuf. Oui. Un quartier avec peut-être 150, 200 bungalows, tout pareil, complètement neuf, même pas de gazon encore, pas d'arbres. OK. Puis on était là jusqu'en 75. En 75, on est revenu dans la région, encore là, au Lac-Saint-Jean de l'île. Et j'ai fait mon cégep après ça à Jonquière, mon université à Chicoutimi. Oui. En gros. Et là, vous demeurez à Chicoutimi. Et vous, je veux dire, vous êtes dans la région ou vous êtes visiteur, là, pour l'instant? Non, non, non. Je demeure. J'ai demeuré un petit peu partout, à Héberville, à Alma. Là, maintenant, je suis à Jonquière. C'est la région. Oui, oui, oui. On va parler de la Thompson. Allons-y. La superbe Thompson. Oui, ben, c'est intriguant parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas c'est quoi. Puis ils pensent que ça parle d'une dame, comme quand on dit la Bolduc ou la Corriveau. Mais non, c'est pas ça. C'est pas une madame. Non. Sans tout dévoiler, Dany, parlons de la Thompson.
Ouais, ben la C'est pas Thompson... une bière non plus, hein? Je tiens à vous Ah, ça rassurer. aurait pu. Ben, la Une bière Molson, forte. la Thompson. Une OK. bière très forte. Oui, En c'était... fait, oui. pour faire un résumé du roman, ça se passe à l'époque de la Prohibition à New York dans les années 20, qui est, comme je dis toujours, c'est la Ligue nationale à cette époque-là, à New York avec Chicago. Puis donc, c'est un monde illicite, c'est un monde très violent, c'est un monde illégal. Et c'est l'histoire, dans le fond, d'un jeune Québécois qui s'appelle Henri, qui part de Québec. Puis lui, justement, c'est quelqu'un qui est très ambitieux et il décide de se rendre... Ben, non, en fait, c'est pas lui qui décide, mais les gens vont comprendre pourquoi. Oui, j'allais dire, pas lui. ouh, attention. Non, c'est ça. On l'incite, on va dire, si Il on se veut. rend, dirons-nous. Ouais, il se rend jusqu'à New York, en tout cas, par diverses péripéties. Oui. Et là, ben, il va arriver dans une des villes, sinon la ville la plus importante au monde, premièrement, Ouais. avec les gratte-ciels, l'urbanité, les taxis jaunes déjà à cette époque-là. Il parle même pas anglais, ce qui fait qu'il va être obligé d'apprendre la langue. Il va commencer avec des jobs tout à fait minables, mais quand on arrive à New York, Ouais. comme On prend ce n'importe qui quel... passe. Oui, exactement. Ça fait qu'il va devenir débardeur, à un moment donné, il va devenir chauffeur. Et là, encore là, par un concours de circonstances, il va rencontrer quelqu'un qui va lui donner un emploi, il ne sait pas encore à l'époque, mais qui va l'amener directement à la prohibition. Ouais. C'est tout ce que vous nous dites sur une brique de plusieurs pages, Dany? Curieusement, ça, c'est drôle parce que quand je l'ai reçu pour la correction finale de Ouais. mon éditeur, comme j'y ai dit, il ne faut pas être superstitieux parce qu'il y a 666 pages. Oui, Il y en c'est a vrai, qui- les trois. Il y en a qui auraient pu, il y en a qui auraient pu mal le prendre. Oh non, Mais, ça se prend très bien. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des intrigues, il y a des trucs là-dedans que je ne veux pas dévoiler. Il y a des aspects OK. vraiment surprenants pour ce genre de roman-là. Tout à fait. Très. Parce que c'est un roman historique à la base. Et comme tout roman historique, ben, en plus, moi, je suis historien. Ouais. J'ai essayé de rendre ça le plus crédible Ce possible. que j'aime, c'est que vous dites, oui, j'ai fait appel à l'histoire, j'ai fait de la recherche. Oui, Et un énormément. brin de folie que j'espère bien garder. Oui. Ça se perd pas, la folie, Dany? Non, mais en fait, c'est le contraire. C'est parce que moi, je suis à la base, je suis un historien. Je suis un scientifique des sciences humaines, Ouais. puis j'ai écrit 10 livres avant en histoire. Oui. Et sur l'histoire de la région. Puis pour être historien, il faut être extrêmement rigoureux. Il faut lire des centaines, sinon des milliers de documents, mais il faut garder un œil, comme un journaliste, il faut garder un œil froid. Il faut concrétiser, synthétiser tout ça, puis ensuite écrire un livre d'histoire. Mais écrire un roman, c'est complètement autre chose. Donc, c'est aller réveiller votre côté petite folie, Oui. que vous semblez apprécier au plus haut point, je pense. Ben, c'est parce que je l'ai découvert, je ne pensais pas l'avoir. C'est ça qui est le fun. OK. C'est comme je vous dis, quand tu écris des livres en histoire, tu ne peux pas te laisser aller. Trop Il faut plongé que tu dans le respectes, sérieux. c'est ça. Comme je vous dis, c'est une science. Mais quand j'ai développé à la base mon histoire de la prohibition, je ne pensais pas du tout découvrir cet aspect-là de moi. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash. Puis je me suis donné le défi d'intégrer. Il faut le dire, dans le fond, il y a du surnaturel dans l'histoire. Oui, oui, beaucoup. Oui, Pas mal. quand même beaucoup. Oui, oui. Puis ça a été justement ce mélange-là qui a été quand même assez compliqué parce que, d'après moi, c'est un des premiers romans qui mélange les deux aspects. Le roman historique, la prohibition, puis le surnaturel. Mais je trouve que c'est un bel amalgame. Ça se marie bien. Ça Ouais. fait bon ménage, je trouve, à l'intérieur de 666 pages. Oui, en plus, c'est ça qui est drôle. Oui, continuez. C'est qu'à la base, quand on intègre du surnaturel comme ça à une histoire, ce qu'on apprend surtout, c'est qu'il faut doser. Parce que Oui. quand tu fais des effets trop gros au départ, ton lecteur n'est pas habitué puis il va décrocher. Il faut que ça commence, il faut que tu l'emmènes petit à petit dans ton monde. Il faut que tu lui expliques pourquoi ce personnage-là vit ces choses-là. Oui. Et à la fin, ce surnaturel-là, il devient de plus en plus important dans le récit. Et à la fin, dans le fond, c'est lui qui régit. Les scènes finales ne contiennent que de ça, dans le fond. OK. Est-ce qu'il y a des personnages auxquels Dany s'est attaché au fil de la découverte de ce brin de folie sur papier, avec évidemment de l'essence historique évidente Ouais. et qui rend service d'ailleurs? Curieusement, non, je ne me suis pas attaché Pas du à aucun personnage parce que j'ai pas fait de projection. Il n'y a pas un personnage qui me ressemble plus qu'un autre. Henry a sa personnalité. Son patron, John Hunter, a sa personnalité propre aussi. Jimmy, qui Ouais. est son fils, qui est dans le fond...
J'avoue que j'ai un petit fait pour Jimmy. C'est peut-être le seul que j'aime. On va Parce trouver, que, on va trouver. oui, c'est, dans le fond, Jimmy, ça se trouve à être l'intermédiaire, si on veut, qui explique à Henri qu'est-ce qui lui arrive. Parce Oui. que Henri a des dons surnaturels, mais il comprend absolument pas ce qui se passe. OK. Jimmy, lui, dans le fond, c'est quelqu'un qui en a aussi et qui va apprendre à Henri qu'est-ce qui arrive avec lui. Ouais. Puis Jimmy, en plus, physiquement, en tout cas, les gens vont le lire, c'est un personnage qui est assez spécial, qui est vraiment très particulier, puis qui a une mentalité, une personnalité qui est très spéciale. Ouais. Puis ça, c'est tellement quelqu'un qui est loin de moi que j'ai créé, dans le fond, parce qu'il servait. Mais oui, peut-être le seul que je me suis vraiment attaché, c'est Jimmy. Parce que les contraires s'attirent souvent, Dany. Hey, savez-vous, jamais pensé à cet aspect-là, mais peut-être, Ben, oui. les contraires s'attirent. Oui, c'est le seul, dans le fond, personnage que j'ai trouvé dommage de laisser à la fin. Mhm. Parce que tous les autres, dans le fond, vivent leur histoire. Henri vit son histoire, son patron aussi, sa conjointe, Henri, vit son histoire aussi. Mais Jimmy, en plus, il meurt de façon quand même assez dramatique. Ouais. Puis j'avais pas le choix. Il fallait qu'il meure. Puis Ça fait c'est mal. le seul, oui. C'est le seul vraiment que j'ai eu beaucoup de difficultés. Il fallait qu'il meure, mais ça m'a fait de quoi? Ça m'a fait quelque chose. Ouais. Mais c'est vrai qu'il fallait que ce soit ça Oui. pour réaliser la Thompson. Oui, effectivement, pour que l'histoire se termine comme elle se terminait. Et ouais. Dany côté enfant, Dany Oui. côté étudiant, Dany côté adolescent, quel genre de petit bonhomme et de jeune homme il était? Est-ce que vous aimiez lire? Est-ce que Oh, vous oui, aviez oui. des auteurs Oui, fétiches? mon oncle a même un film Super 8 de moi. J'avais peut-être 6 ou 6 ans, puis je lisais déjà des encyclopédies à l'époque. Je lisais déjà énormément. Ah, C'est pour ça que j'ai fait un historien, parce que les livres me passionnent depuis toujours. OK. Et écrire un roman, ça a toujours été un rêve d'adolescent. J'avais 16-17 ans, je voulais écrire un roman, mais ma vie a fait que je suis devenu historien. Encore là, c'est de l'écriture. C'est ça qui est le fun, dans le fond. Mais Puis ça plus m'a permis de sérieuse, vivre. plus, Oui. plus statistique, plus recherchée et plus... Oui, mais sauf que ça m'a permis de vivre. J'ai été historien durant presque une vingtaine d'années. Ouais. J'ai écrit une dizaine de livres. J'ai écrit beaucoup d'études pour des municipalités, des entreprises, des sociétés d'histoire. Je suis un des rares dans la région à avoir vécu de ma plume durant plusieurs années. Oui, c'est c'est vraiment vrai, le fun. Oui, j'ai été historien. C'était mon métier. C'était extraordinaire, sauf qu'au début des années 2000, l'envie de réécrire un roman m'est revenue. J'ai écrit 2 premiers romans qui n'ont pas fonctionné parce qu'effectivement, ils n'étaient pas prêts. Parce qu'écrire en histoire et écrire en une écriture romanesque, c'est complètement différent. C'est les 2 lobes du cerveau différents. Oui. Puis ça a été assez difficile. J'ai appris de mes erreurs. Et le 3e roman, ben, dans le fond, c'est lui qui a été le bon. Oui, je pense que les gens l'apprécient beaucoup. Oui. À date, est-ce que vous avez des commentaires sur ce roman, sur la Thompson? Qu'est-ce que les gens vous disent? Sans vouloir dévoiler chez ceux qui n'ont pas lu encore le roman, évidemment. Mhm. Qu'est-ce que les gens vous disent a priori? Ben, premièrement... Est-ce que les gens reconnaissent l'historien ou ils ont l'impression que la folie l'emporte? Ou... Ben, pour les gens qui me connaissent beaucoup, qui savent que j'ai une écriture historique assez rigoureuse, justement, ce brin de folie-là que les gens ne connaissent pas du tout de moi. Que vous ça, ne ils connaissiez pas découvrent. vous-même? Oui, ben c'est ça, De fait toute qu'imaginer évidence. les autres. Ouais. Mais je vais vous dire, ce qui m'étonne le plus, c'est que dans ma tête, ça va peut-être avoir l'air sexiste, mais dans ma tête, c'est un roman de gars que j'avais écrit. Je veux dire, ça se passe au niveau de la prohibition, il y a de la violence, il y a des gens qui se tirent à coups de mitraillette, ça s'assomme à coups de basse de baseball, c'est de l'underground, c'est de l'alcool, puis je pensais pas que les femmes... La corruption. Oui, là. effectivement. Puis je pensais pas que les femmes allaient s'intéresser à cet aspect-là. Puis les plus beaux commentaires que j'ai, c'est de femmes qui ont lu le roman, qui se sont, même si c'est un monde d'hommes, à cause de mon écriture, qui est quand même pas une écriture trop compliquée, qui est une écriture quand même avec beaucoup de sentiments, Ouais. les femmes s'intéressent beaucoup à mon roman, puis ça, c'est la grosse surprise. Les femmes aiment les sentiments, Dany. Oui, ben oui. Effectivement. Alors, si vous réveillez des sentiments, forcément, vous réveillez l'intérêt des femmes. Ouais. J'en ai convaincu quelques-unes. Je pense que vous en avez Oui. convaincu quelques-unes ici dans la salle. J'espère Avez-vous bien. le temps de faire un peu le tour du Salon du Livre pour l'instant, Dany? Non, ben, je suis arrivé en milieu d'après-midi, mais c'est sûr que je suis un habitué quand même des salons. Oui. C'est mon 11e en tant qu'auteur. Oui. Mon premier, c'était en 94. Puis je suis venu à tous les ans depuis ce temps-là. Ça fait que je suis un habitué autant du côté auteur que du côté client parce que j'ai pas sorti un volume à chaque Comme année. Marie Gendron, la même chose. Oui, oui, oui.
2 auteurs copier-coller cet après-midi. Oui. Dites-moi, Dany, qu'est-ce qui s'en vient dans vos projets futurs? Ça Ben, vous j'ai, donne sûrement soit dans la tête de l'historien ou de la folie légère. Ben, en fait, et- j'ai 2 projets de volume actuellement. J'ai OK. un roman en cours d'écriture qui, lui, va se passer dans la région. Ah, Ouais, je tenais à ce que le prochain se passe dans la région. Ça va se passer à Arvida. Et j'ai aussi un projet de livre en histoire qui vient tout juste de naître. Je suis vraiment au 2 début. projets de front. Oui. Un roman et un livre Oui, sur l'histoire. je vais y aller surtout au niveau du ressenti. Je suis quelqu'un comme ça. Quand ça va me tenter plus de travailler au niveau de mon roman, je vais travailler au niveau de mon roman. Quand je vais plus me sentir historien, je me promène toujours entre les deux. Bien là, je vais travailler plus au niveau de mon livre d'histoire. Vous avez les simplement. 2 hémisphères qui travaillent Oui, fort. mais c'est ça qui est le Tout fun le temps. depuis mon roman, c'est les deux, effectivement. Puis c'est bien plus plaisant comme ça. Les auteurs qui vous ont marqué, Dany. J'en ai énormément. Quand j'ai décidé d'écrire un roman, quand j'ai voulu écrire un roman au fin des années 70, ça ne Ouais. nous rajeunit pas, j'avais beaucoup de... À peine. J'avais beaucoup d'auteurs états-uniens que j'aimais, Kurt Vonnegut Jr., Isaac Asimov, Ouais. Arthur C. Clarke, qui a écrit entre autres 2001, L'Odyssée de l'espace, Harlan Ellison, qui écrivait beaucoup de fantastique. Peut-être que mon idée de fantastique, mon goût de fantastique Germait vient de déjà, là. ouais. Oui. Puis à partir du moment où je suis devenu historien, à la fin des années 80, début des années 90, c'est sûr que là, les historiens régionaux, Victor Tremblay, Rossel Bouchard, bien sûr, qui est Ouais. un incontournable, Ouais. c'est des gens qui m'ont beaucoup influencé. Mais c'est ça, j'ai autant des gens au niveau du roman que du côté historique qui m'ont influencé, oui. Et le mariage des 2 vous va ravir, Dany Côté. Ah, c'est parce que gentil, merci c'est un beaucoup. bonheur. J'ai pas réussi à bouffer toute la brique, Oui, mais je compte bien le faire dès ce vous allez soir. le terminer, Je merveilleux. vais le terminer. Je vais me rendre à la 666e page. Je vous le recommande. À quel kiosque? Quel numéro de kiosque on vous voit? Ben, en fait, je me trouve à être comme on appelle, c'est le kiosque des orphelins. Dans le fond, c'est les kiosques qui sont à l'entrée à gauche, des auteurs qui n'ont pas de maison d'édition ou qui ont des trop petites OK. maisons d'édition pour prendre un kiosque. Ouais. Je suis là les 4 jours. Les orphelins sont toujours attachants. Dany Ouais. Côté, merci Ah, beaucoup. merci de m'avoir reçu. Merci à vous, Monsieur Merci Dany beaucoup. Côté, Merci, au revoir. historien, romancier, auteur Entre autres. et très sympathique, entre autres. Merci beaucoup.